Bienvenue dans cette conférence en ligne des idées changent le monde, dans le cadre des Journées de la presse et de la francophonie. Conférence organisée conjointement par l'ambassade de France et l'ambassade du Mexique à Singapour et par l'IFS. Je vous rappelle tout d'abord que cette conférence sera en français. J'invite donc les personnes anglophones à cliquer sur l'icône interprétation en bas de votre écran. Good evening to all. Welcome to this online conference of Ideas Change the World, part of the Press and Francophonie Days, and jointly organized by the Embassy of France and Mexico and by the IFS. I would like to remind you that this conference will be in French, so I invite English speakers to click on the interpretation icon at the bottom of your screen. Ce soir, nous vous proposons une discussion autour de la célèbre écrivaine Simone de Beauvoir. Cet échange sera animé par M. Sébastien Bonnemaison, enseignant de lettres à l'IFS et référent culturel. Laure Adler, journaliste et écrivaine française, et Madame Maria Teresa Priego, journaliste et écrivaine mexicaine. Mais avant cela, nous avons l'honneur de recevoir messieurs les ambassadeurs de France et du Mexique à Singapour. Je donne donc tout d'abord la parole à son Excellence monsieur Marc Abinsour, ambassadeur de France à Singapour. Je vous laisse la parole, monsieur l'ambassadeur. On m'entend, c'est bon. Ouais. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette rencontre consacrée à Simone de Beauvoir et qui vient conclure le festival de la francophonie à Singapour. On arrive donc au terme de ces 3 semaines consacrées à la francophonie et qui a été une première à Singapour parce que, et grâce à mon ami l'ambassadeur du Mexique, Agustín García López, nous avons pu cette année réunir 21 pays autour de la francophonie et l'ambassadeur du Mexique est le président du groupe des ambassadeurs de la francophonie qu'on a constitué pour la première fois à Singapour. Et autre sujet de satisfaction, c'est que dans ce groupe de 21 pays, nous avons aujourd'hui plusieurs pays de la région, le Vietnam, le Cambodge, la Corée, qui font vivre avec nous la francophonie à Singapour. Et donc, pendant ces 3 semaines, on a pu célébrer à la fois le français dans toute sa diversité. Et je dirais qu'on a été parfois tellement francophone qu'on a même utilisé le français. Je le souligne parce qu'en effet, il y avait cet enjeu d'essayer aussi d'attirer un public qui n'était pas francophone. Et donc, dans beaucoup d'activités de ce festival, comme vous avez pu vous en rendre compte, nous avons parfois privilégié aussi l'anglais, mais toujours sous le signe du plurilinguisme, qui est aussi une des valeurs de la francophonie et qui a une forte résonance à Singapour, compte tenu de l'utilisation, au-delà de l'anglais, du chinois, de l'hindi, du tamoul, du bahasa. Et puis également sous le signe de la diversité culturelle, et je crois que le festival a pu sensibiliser justement à cette notion de diversité culturelle, d'exception culturelle, le fait que les films, les produits culturels ne sont pas des produits comme les autres. Ça a été notamment, je crois, reflété lors de nombreux événements et en particulier à travers le festival de films. Cette année, on avait défini un fil rouge pour ce festival qui était l'égalité homme-femme, aussi dans la perspective de l'organisation du Forum Génération Égalité qui s'est tenu au Mexique et qui se tiendra à Paris du 30 juin au 2 juillet. C'est un événement qui est initié par ONU Femmes et qui est coprésidé par la France et le Mexique. Et un des résultats de ce Forum Génération Égalité, ce sera l'adoption d'une charte pour l'égalité homme-femme dans le domaine des industries créatrices et culturelles, avec l'idée de faire adopter cette charte par un maximum d'organisations et de gouvernements. Et on a notamment, dans cette perspective, sollicité le ministre de la Culture de Singapour. Et puis, pendant le Festival de la francophonie, on a tenu un webinaire aussi sur cette problématique dans le contexte des jeux vidéo et la figure, en effet, de la femme dans les jeux vidéo avec plusieurs intervenants. Voilà, donc tous ces efforts pour promouvoir l'égalité homme-femme
doivent évidemment beaucoup aux grandes figures du féminisme et aux nombreux acteurs qui ont été précurseurs dans ce domaine pour faciliter la prise de conscience et parfois mener des combats. Et donc, il était naturel de conclure ce festival en rendant hommage à une des plus éminentes figures du féminisme, qui est Simone de Beauvoir, de souligner sa pertinence et puis d'essayer de tenter de la faire aussi dialoguer, réagir avec les courants actuels du féminisme. Et pour ce faire, donc, on ne pouvait imaginer meilleurs intervenants que Madame María Teresa Priego, journaliste mexicaine, et puis Madame Laure Adler, journaliste, historienne, écrivaine, et qui a consacré plusieurs émissions à Simone de Beauvoir. Je sais que vous l'avez connue et donc nous sommes très curieux en effet de aussi avoir votre témoignage. J'ajoute que je suis très heureux d'accueillir à nouveau en ligne Madame Laure Adler, parce que vous aviez visité Singapour il y a maintenant plus de 3 ans à l'invitation du lycée français de Singapour, qui a depuis été renommé International French School Singapour, autre résultat de la francophonie. Et donc, je voulais en profiter pour vous remercier pour votre fidélité et puis pour votre précieux soutien aux différentes actions, à la fois de l'ambassade de France à Singapour, mais également du lycée. Voilà, je m'arrête là et puis je cède la parole à mon collègue et ami, l'ambassadeur du Mexique, Agustín. Alors, il semblerait que l'ambassadeur du Mexique ne soit pas présent. Il n'est pas réussi à se connecter encore. Je pense qu'on va continuer tout de suite avec Monsieur Sébastien Bonnemaison, qui doit être en ligne toujours avec nous. Monsieur Sébastien Bonnemaison, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Bonsoir. Donc, on va continuer directement avec vous. Madame, okay. C'est la soirée. Pas de souci. Je vous laisse la compagnie. Merci beaucoup, Martin. Alors oui, on devait visionner une vidéo de María Teresa Priego, qui est avec nous ce soir. C'est le matin pour elle, il est 4 heures du matin, 4h30 et quelques du matin pour elle, en Amérique du Sud. Mais elle tenait à être là en tant qu'auditrice, mais en même temps, je pense qu'elle pourra aussi participer à la discussion avec Laure. Laure, bonjour. Alors Laure, on ne vous entend pas parce que vous n'avez pas déclenché votre micro. Il faut juste cliquer sur le petit. Voilà, ça y est, Super. Ça devrait marcher là. C'est magnifique. Comment allez-vous, Laure? Ben, très bien, j'ai hâte de revenir à Singapour, comme le disait l'ambassadeur. Ouais. Ben, écoutez, je pense que ça va pouvoir se faire dans les prochaines années. Là. Je crois qu'on voit le bout du tunnel. Ben, j'espère, oui, avant que je meure. Non, arrêtez. Tout va bien se passer. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence encore, pour un sujet, je sais, qui vous tient à cœur. Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, l'écriture de ce texte, hein, qui est une sorte de Bible, qui est un mythe, évidemment, puisque c'est l'ouvrage de référence pour beaucoup de féministes encore aujourd'hui, d'essais autour du droit des femmes et de leur émancipation. Alors, dans la vidéo que j'ai eu la chance de voir de María Teresa Priego, qui est avec nous, hein, elle racontait la manière dont ce livre avait atterri dans ses mains, comment elle l'avait découvert. Et je voulais vous poser la même question, Laure. Je voulais savoir comment vous avez découvert ce livre, dans quelles circonstances vous l'avez lu et comment vous l'avez reçu. Je crois que c'est ma mère qui me l'a offert. Et justement, ma mère, qui est très âgée, qui a 93 ans aujourd'hui, me parlait hier de Simone de Beauvoir et me disait à quel point ça avait révolutionné son existence. Et moi, j'ai bénéficié d'une éducation féministe, à la fois du côté de ma mère, mais aussi du côté de mon père. Et donc, je crois qu'elle me l'a offert pour mes 16 ans. Et ça a été une révolution pour moi. Alors ensuite, c'est beaucoup passé par l'amitié féminine, puis ensuite l'engagement dans le féminisme. Mais en fait, c'est très intéressant de noter que déjà dans ma génération,
ce sont nos propres mères qui ont pu nous offrir ce livre qui a été tellement déterminant pour nos existences, à la fois politiquement, intellectuellement, mais aussi matériellement. Maria Teresa, vous pourriez nous rappeler, puisqu'on n'a pas eu la chance de voir votre vidéo, et nous rappeler comment vous avez découvert à l'autre bout du monde, pour nous, ce texte qui a traversé les frontières. Mais c'était bizarre et c'était un vrai miracle parce que j'habitais dans une petite ville au sud du Mexique, à l'état de Tabasco. Il n'y avait pas de librairie. Et alors, tout du coup, un jour, je suis entrée dans un de ces librairies, mais pour des livres écoliers. Il y avait des volumes de quelque chose qui s'appelait le deuxième sexe. Et bon, je n'ai pas eu la chance d'avoir un père ou une mère féministe. Ça n'existait absolument pas. Absolument pas. Je crois que ma mère aurait eu en horreur Simone de Beauvoir et tout ce qu'elle représentait. C'était le libertinage. Et voilà, j'ai commencé à le lire et j'étais absolument fascinée. Et il y a une expression au Mexique de aquí soy, ça veut dire ici j'appartiens, non? Alors j'avais 17 ans et je me suis dit d'aki soy. De toute façon, j'avais déjà décidé que j'allais vivre en France. Et voilà, en lisant Simone de Beauvoir, je me suis dit il faut absolument que je le fasse. Ça a changé ma vie comme pour l'or, vraiment. Et est-ce que c'est un ouvrage qui vous a donné envie justement de parler français, d'apprendre cette langue? Est-ce que ça a été un levier pour vous? Je parlais déjà français parce que je l'avais pris, mais écoutez où, dans une école pour jeunes filles en Suisse. Alors, tout ça, c'était très loin de Beauvoir. Mais oui, bon, j'avais lu Julio Cortázar, l'écrivain argentin, ça, j'étais fascinée, absolument fascinée par le français, que pour moi, c'est ma deuxième langue, même si je le parle avec cet accent horrible. Et me découvrir, Beauvoir m'a donné l'espoir de que vraiment, ce qu'on me disait que c'était la seule façon de vivre la vie, avec d'autres opportunités, d'autres chances. C'était des horizons inimaginables. Vous avez dit, Laure, que ce texte avait été révolutionnaire pour vous lorsque vous l'avez lu. Alors, c'est vrai que moi, je l'ai relu pour préparer l'entretien. Il m'a semblé que, évidemment, il avait une connotation très historique et qu'il était, même s'il est assez universel et encore moderne, mais j'avais le sentiment qu'il était très ancré quand même dans une France d'après-guerre. En quoi ce texte a été révolutionnaire pour vous? Mais il était révolutionnaire pour plusieurs générations de femmes, donc celle de ma mère, la mienne. Et j'ai publié en tant qu'éditrice, il y a 2 ans maintenant, un livre consacré à la revisitation justement du deuxième sexe chez une femme qui a 40 ans et l'impact que ça a eu sur elle. Et donc, ce livre tente à prouver que l'influence de ce texte, Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, continue et perdure encore aujourd'hui. Et j'ai une petite fille qui a 18 ans, qui a lu le deuxième sexe et qui a été très éblouie et très décontenancée par la profondeur et la modernité de ce texte. Alors, vous dites que il est peut-être un peu vieillot, peut-être dans l'écriture il est un peu vieillot. En tout cas, moi, je voudrais dire, en dehors de la charge symbolique et politique qu'il a eue sur nos vies, et concrètement sur nos vies, ce n'est pas une image, hein, c'est-à-dire que moi, j'étais entourée de copines et d'amis qui avaient décidé, grâce à la lecture de ce livre, 1, qu'elles seraient indépendantes matériellement, 2, qu'elles n'allaient peut-être pas se marier parce qu'elles voulaient d'abord leur indépendance amoureuse, 3, qu'elles allaient mener leur existence jusqu'au bout de manière libre, mais aussi libertaire. Donc, c'est très rare qu'un texte dans l'histoire de la littérature provoque autant de détermination individuellement. Alors, on me demande de... Voilà. C'est donc très rare. Alors maintenant, quand on relit le texte que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, on s'aperçoit d'abord que c'est le fruit d'un travail considérable. Simone de Beauvoir a écrit un travail universitaire, mais la lecture et les effets symboliques et politiques de ce texte
vont bien au-delà de ce travail universitaire. Parce que Simone de Beauvoir, à l'époque où elle l'a rédigé, elle voulait expliquer, elle voulait être pédagogue, elle voulait argumenter, elle voulait justifier. Aujourd'hui, tout ce qu'elle nous explique, en raison justement de ses connaissances historiques, anthropologiques, politiques, etc., et économiques, nous paraissent des évidences. Mais à l'époque, ça n'en était pas. Donc, si vous voulez, il y a un côté très démonstratif à l'intérieur de ce texte. Mais par contre, la charge explosive qui en a suivi a été considérable. C'est ça peut-être qu'il faut noter aujourd'hui en 2021, c'est comment un texte a pu imprimer dans plusieurs générations, dans le monde entier, puisque vous le confirmez, vous, en Amérique du Sud. Moi, j'ajoute que j'étais en Afrique, j'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y avait peut-être une librairie, mais enfin, bon, elle vendait plutôt des best-sellers, hein, elle vendait pas Simone de Beauvoir. Donc, c'était un miracle aussi pour moi, comme pour vous, de découvrir Simone de Beauvoir. Mais l'effet a été choc, et le choc continue. Alors, avant de poursuivre notre discussion, je voulais passer la parole à Son Excellence l'ambassadeur du Mexique à Singapour qui est parvenu à se connecter. Je vous donne la parole, allez-y. Peut-être que je parle pour casser Simone de Beauvoir, et si vous voulez, plutôt je prends à la fin pour faire les remerciements et tout ça, mais simplement maintenant pour vous dire que pour moi, nous avons choisi avec Marc Simone de Beauvoir parce que le casteur, c'est quand même une figure extraordinaire. Et pour il fallait parler d'elle. Moi, je sais qu'on l'appelait le casteur justement, comme vous. Moi, j'ai découvert Simone de Beauvoir à cause de ma mère. Ma mère, elle lisait tout, elle était incroyable. Par exemple, quand on mangeait ensemble, elle mangeait tout de suite pour pouvoir nous lire. Alors qu'on était petits, elle nous lisait toute la mythologie grecque, bien sûr l'Odyssée, bien sûr l'Iliade. Et après, elle a passé à ses auteurs favoris, quand j'étais plutôt un adolescent, bien sûr Sartre, les mots, et après le deuxième sexe, Simone de Beauvoir, la casteur. Alors dans ce sens-là, c'est pour cela, ma mère qui vient de partir à la fin de l'année dernière, c'est un peu un hommage à ma mère de pouvoir être ici, de parler de Simone de Beauvoir. Et dans ce sens-là, nous sommes très heureux parce que oui, au Mexique, on est très francophone, on a cette envie de littérature, de liberté, de l'autrui, et c'est pour cela que nous sommes ici. Alors, si vous voulez, et si vous me permettez, je parlerai à la fin pour conclure, pas seulement ce magnifique, je suis très honoré d'être avec ces deux femmes extraordinaires, mais aussi pour finir, pas seulement ce magnifique entretien, mais aussi le Festival de la francophonie. Muchísimas gracias. Continuez, s'il vous plaît. Moi, je suis fasciné. Merci beaucoup. Merci. Donc, on vous retrouve. Alors, c'est tout de même un paradoxe que de parler de nos mères, y compris l'ambassadeur, parce qu'il y a peut-être des petites choses à discuter sur les thèses de Simone de Beauvoir, et notamment ce qu'elle dit de la maternité à l'intérieur du deuxième sexe. Simone de Beauvoir fait partie d'une génération où, effectivement, il faut le rappeler, parce que les jeunes générations ont tendance vite à oublier les droits des femmes comme s'ils étaient acquis pour toujours. Hélas, ce n'est pas le cas. Mais Simone de Beauvoir vivait dans un temps où la contraception n'était pas autorisée et où les enfants vous tombaient dessus, si j'ose dire. Et ce n'était pas un choix de votre part. Donc, Simone de Beauvoir, à l'intérieur des fonctions de la femme, parle beaucoup de la maternité. Et elle définit la maternité comme une charge, comme un fardeau et comme un empêchement. Et moi, je me souviens, à l'intérieur des groupes féministes auxquels j'ai participé, dès la naissance du MLF en France, il y avait des groupes de femmes qui étaient tellement beauvoiriennes, si j'ose dire, qu'elles avaient décidé qu'elles n'auraient pas d'enfants. Mais moi, j'ai eu mon premier fils, j'avais 18 ans. C'était pas vraiment un choix, mais en tout cas, c'était une joie et j'avais décidé d'en faire un choix. Et le fait que j'ai eu un fils si jeune,
et que je continue à être féministe à l'intérieur des luttes, était pour elle, pour les autres féministes enragées beauvoiriennes, si j'ose dire, une espèce de disgrâce. Et je me suis engueulée avec elle au nom justement de mon amour pour Simone de Beauvoir, mais amour autorise esprit critique. Je leur disais, je suis désolée, on peut être féministe et mère, et moi je suis mère et féministe et mère. Mais je trouve qu'aujourd'hui, même si les thèses de la liberté de la femme ont beaucoup évolué grâce aux progrès médicaux et aux progrès des droits des femmes, eh bien, je persiste à penser que Simone de Beauvoir, même si le contexte historique peut le justifier et l'expliquer, a été un peu trop dur pour la maternité et la fonction de la maternité à l'intérieur du deuxième sexe. D'ailleurs, elle dit que l'émancipation des femmes, si j'ai bien lu, l'émancipation des femmes passe par le travail, précisément par la place de la femme dans le travail. Mais elle dit justement que biologiquement, les femmes, même au travail, sont inhibées parce qu'elles peuvent devenir mères et que ça nuit à leur carrière. Mais ça, c'est dans la tête des patrons, c'est pas dans la tête des femmes. Hein. C'est ça. Mais que ça peut les empêcher justement d'accéder à des postes. Parce que psychologiquement, c'est entrer dans l'inconscient collectif. Ça fait partie de la subordination. Oui. Ouais, mais alors, je trouve que c'était un peu exagéré aussi. C'est un chapitre que j'ai le moins apprécié avec celui de la menstruation, que ça devenait toute une catastrophe. Mais je pense que ce qui a été important, c'est que ça nous a permis de penser qu'on pouvait choisir. Et une fois qu'on pouvait choisir, on pouvait commencer à penser à des politiques publiques, à avoir des garderies pour les enfants, enfin, à d'autres choses. Mais l'idée de ne pas obligé d'être mère, et c'est ça qui me semble qui est fondamental. C'est fondamental aussi qu'elle nous met à penser, c'est qu'on peut ensemble, dans des groupes de femmes, qu'il y a des choses qu'il faut absolument réfléchir, que le Messie n'allait pas les réfléchir avant nous, ou qu'on allait nous mettre ensemble. Vous les appeliez en France les petits groupes de parole, non? Pour parler aux femmes. C'était ça, les groupes de parole, oui. Et au Mexique, c'était très important. Les petits groupes, alors qu'il y avait toute une découverte à faire ensemble. Je crois que c'est ça la richesse. Et bon, elle avait cette espèce de tempérament où rien ne l'arrêtait. C'était un peuple en marche, vraiment, non? Entonces, je crois que tout ça, pour moi, c'est un énorme attrait. On se demandait aussi, par exemple, au Mexique, où les féministes ne peuvent pas oublier le féminisme. Et il y a une immense marée de féministes jeunes qui ont pris les rues, surtout les dernières années. Si on lisait Beauvoir, et ce que j'ai compris, c'est que même dans les cas où elles ne lisent pas, et l'ont dans la peau, il y a une transmission générationnelle de ce qui ont été les revendications de Beauvoir. Et je crois qu'au Mexique, elle est très présente parce que la lutte en ce moment contre la violence envers les femmes est très importante. Et les jeunes filles, mais je parle ça commence par l'adolescence maintenant au Mexique, avant, le féminisme n'était pas comme ça. Ça commençait plus tard. Maintenant, c'est les adolescents. Bon, c'est intersectionnel et intergénérationnel qui prend les rues. Et je pense que Beauvoir est toujours là. Je pense que vous avez complètement raison. Beauvoir est encore plus là. C'est-à-dire que nous, on fait partie d'une génération qui a découvert la force intellectuelle et politique de son œuvre théorique. Et reprenons le titre, Le deuxième sexe. C'est un titre absolument génial parce que ça voulait dire qu'on était un sexe discriminé, on était un sexe qui passait toujours après le sexe masculin, mais on était un sexe qui pouvait peut-être trouver son autonomie, sa force et sa puissance dans la solidarité entre les femmes. Et je pense que ce message à l'intérieur duquel se trouve beaucoup de ce lien entre les femmes, créé et recréé, si j'ose dire, historiquement, par la vague, parce qu'il s'agit bien d'une vague internationale MeToo, fait écho à l'œuvre de Simone de Beauvoir. Elle nous a donné l'élan
non seulement de croire en nous individuellement, mais aussi de croire en nous, nous les femmes. D'ailleurs, c'était notre slogan, hein, à l'aube du féminisme. On allait dans les marchés tous les dimanches matins, essayer d'entraîner d'autres femmes que nous en chantant des chansons qui commençaient toujours par nous les femmes. Mais ce nous les femmes, c'est Simone de Beauvoir qui nous a donné la possibilité d'y penser à ce nous les femmes, parce que les hommes n'arrêtaient pas de nous diviser entre nous. Donc cette solidarité par-delà les générations, je trouve qu'elle est retrouvée par les très jeunes générations en France aussi. Et je m'en réjouis, c'est comme au Mexique, hein, il y a beaucoup de jeunes femmes féministes, ultra féministes, qui agacent beaucoup d'ailleurs certaines parties de la société, et comme par hasard, des gens très conservateurs qui se trouvent bousculés justement par ces jeunes femmes très déterminées, qui sont décidées à ne pas se laisser faire. Nous, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'étais une petite fille assez obéissante, assez sage, une adolescente un peu honteuse d'être une adolescente. Et puis, j'ai trouvé un tout petit peu force et courage grâce à l'entrée dans l'âge adulte et grâce à Simone de Beauvoir. Mais les féministes d'aujourd'hui, elles ont déjà la conviction qu'elles sont des êtres égaux aux garçons à partir de l'âge de 12-13 ans. Et ça va changer, y compris la revisitation de l'œuvre de Simone de Beauvoir. Et je pense aussi que ce qui était fascinant, c'était aussi sa vie. Moi, j'adore la tétralogie autobiographique. Parce que, bon, au moins, vu d'où je les voyais, du Mexique et tout, c'était absolument le ton moderne, la bande des copains. Bon, je crois qu'elle devenait une icône, un modèle de femme à suivre. Et ce modèle faisait un contraste, faisait un choc avec tous les modèles, par exemple, qu'on pouvait trouver à cette époque dans la littérature. Non? O sea, quand je pense en Amérique latine, quel était le modèle? La Maga de Julio Cortázar, c'est une espèce de, comme la Nadja de Breton. C'est à peu près le style des femmes, non magiques, rêveuses, qui ne pensent pas beaucoup parce qu'elle est trop d'émotions. Alors, quand on a un modèle comme ça, et puis de l'autre côté, le modèle de maman, de la bonne jeune fille mignonne pour se marier, et du coup, on trouve la vie de cette femme, c'est une irruption qui était absolument extraordinaire. Bon, le truc le plus élémentaire, non? Et on n'est pas obligé de se marier si on ne veut pas. Non? On peut avoir des amants si on a envie. On peut choisir des enfants. N'oubliez pas les amantes. Ah ça, mais ça, j'étais très blessée, parce que je l'aimais tellement. Et puis, quand j'ai lu tout ce qui était arrivé et qu'elle n'a pas voulu dire, je la tutoyais, je lui disais, mais enfin, Simone, pourquoi tu m'as fait ça? On est des féministes, tu ne m'as pas raconté tes amours avec les filles. Oui, ça, c'était dur d'accepter. Ces silences. Oui, alors il y a des textes inédits qui sont parus il y a quelques mois en France et qui nous ont permis de comprendre effectivement plusieurs amours de Simone de Beauvoir. Et vous savez qu'encore, il y a des milliers de pages qui ne sont pas publiées de Simone de Beauvoir. Donc je pense qu'on va apprendre de plus en plus à quel point dans sa vie privée, dans sa vie intime, on sait bien aujourd'hui avec le féminisme que l'intime est politique. Mais Simone de Beauvoir l'a su avant tout le monde, parce qu'elle a fait de sa propre vie vraiment l'incarnation d'une liberté dans tous les sens du terme. Liberté existentielle, liberté intellectuelle et liberté amoureuse. Et là aussi, elle est d'une modernité absolument éblouissante, presque acide. Vous avez dit tout à l'heure, pardon. Je disais, vous avez dit tout à l'heure, toutes les deux, que l'émancipation, et c'est ça qui est très neuf dans l'œuvre de Beauvoir, c'est que leur émancipation passe par elles, passe par les femmes elles-mêmes, par le fait que cela ne dépend que d'elles. Et je me demandais si ce n'était pas influencé finalement par l'existentialisme sartrien, qui précisément exclut tout déterminisme et fait de la responsabilité individuelle
quelque chose de puissant, en fait. Et alors, je ne veux pas dire que de Beauvoir dépend de Sartre et qu'il s'est inspiré de lui, Mais évidemment. si, voilà, on parle Oui, d'une femme merci, et vous merci. parlez d'un homme. On On parle d'une théoricienne et vous parlez d'un théoricien. Non, mais on dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a de très grandes femmes. On peut dire aussi que derrière de très Oui, grandes femmes, il enfin, on peut y dit avoir un grand plutôt homme. que derrière chaque grande femme, il y a plusieurs hommes. Moi, je ne pense pas du tout. Je pense pas du D'accord. tout. De la même manière que dans le couple Hannah Arendt, Martin Heidegger, on a toujours dit que Hannah Arendt, qui était d'ailleurs objectivement et réellement à un moment l'élève de Martin Heidegger, on a toujours dit qu'Hannah Arendt avait été complètement influencée par Martin Heidegger. Je crois que j'ai prouvé texte à l'appui que c'est exactement l'inverse. C'est Martin Heidegger qui a été influencé par Hannah Arendt, même si elle avait 18-20 ans, elle était très forte philosophiquement. Et c'est Heidegger qui a pris des concepts à l'intérieur de la puissance théorique d'Hannah Arendt. Et de la même manière, je ne pense pas du tout qu'à l'intérieur de Simone de Beauvoir, aussi bien les textes autobiographiques auxquels vous faisiez allusion que Le Deuxième Sexe et d'autres textes ayant trait à la vieillesse, notamment, qui sont des textes politiques très importants, je ne pense pas du tout que ça prenne racine, si vous voulez, théoriquement et intellectuellement, à l'intérieur des théories essentialistes de Jean-Paul Sartre, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Mais je pense que c'est des œuvres complètement autonomes, pour le coup. Il n'y a pas de Simone de Beauvoir dans Jean-Paul Sartre et il n'y a pas de Sartre dans Simone de Beauvoir. Je ne crois pas. Parce que, d'accord, mais ça vient aussi, c'est intéressant, parce qu'il y a une émulation intellectuelle entre eux. Et elle dit justement dans Le Deuxième Sexe que c'est par une discussion avec lui, un échange avec lui, qu'il y a une révélation, parce il lui demande quelle est la particularité pour vous d'être une femme. Et elle dit précisément, je l'ai noté, pour moi, dit Sartre, ça n'a pour ainsi dire pas compté. Et lui, il lui répond tout de même, vous n'avez pas été élevé de la même manière qu'un garçon, il faudrait y regarder de plus près. Et elle dit, je regardais et j'eus une révélation. Non, mais ça, vous avez raison. Pardon, c'est le fruit d'une discussion et d'un échange en totale égalité entre eux. Hein. Oui, c'est ça. Mais je ne pense pas que dans le bloc théorique que compose Le Deuxième Sexe, il y ait la moindre allusion à l'existentialisme. Allez-y, Maria-Thérèse. Pardon, je vous ai coupé. Non, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est là présent chez Beauvoir tout le temps, et c'est cet besoin étrange, je mets étrange entre guillemets, de donner à Sartre toujours une place très centrale et très fondamentale en ce qu'elle fait, et beaucoup de fois se mettre sur un deuxième plan. Et j'ai lu beaucoup de fois les spéculations de si cette conversation a eu lieu de cette façon. Et pourquoi nous leur demander comme ça? Moi aussi, je le vois comme des êtres séparés dans leur travail. Et c'est délicat parce qu'après, ce qu'elle a dû entendre des choses comme Notre-Dame de Sartre, la grande Sartreuse, et elle a été appelée des noms, et mis de côté tout son travail, sa philosophie, et comme s'il était l'élève, non? Et c'était très clair dans les obituaires, par exemple. Les auditeurs de Simone de Beauvoir ne parlaient pas de Sartre, mais c'est de ça. Pardon, c'était au contraire. Et alors, je pense que c'est un peu délicat de les voir comme ça. Je crois que c'est des êtres indépendants, mais qu'elle pourront. J'ai toujours l'impression qu'elle ne voulait pas marcher vers l'immortalité toute seule. Qu'il y avait quelque chose en elle qui l'obligeait à dire, comme on dit, je ne vais pas à la fête sans mon mari, elle devait dire, je ne vais pas passer à l'Olympe sans Sartre, il faut qu'il ait un homme à côté de moi. Et parce que vraiment, il y avait une insistance pour le mettre au centre de sa vie et toute cette histoire d'amour que, bon, on sait maintenant que ça n'allait pas tellement comme elle nous racontait. Non? Alors, il faut aussi, je crois, comprendre la douleur des gens et ce qui émotionnellement ne change pas, même si rationnellement quelqu'un peut aller très, très loin. Alors moi,
Oui, je comprends tout à fait ce que vous dites, qui est très profond, mais ce n'est pas ma perception. Peut-être parce que j'ai eu la chance de la connaître un peu dans la dernière phase de son existence, quand Sartre avait disparu. Moi, j'ai connu une Simone de Beauvoir très entourée de beaucoup de femmes, très respectée, très admirée. Elle n'aimait pas d'ailleurs être si respectée, si admirée. C'était une femme un peu rêche, un peu dure, pas tellement sympa. Elle a rejoint le mouvement féministe avec réticence, mais elle l'a rejoint. Mais elle était pas d'un naturel cordial. Mais ce qui me reste dans la mémoire, moi, c'est une femme qui sans Sartre, a été d'une absolument radieuse, intellectuellement, philosophiquement parlant. Elle n'avait pas perdu sa moitié, elle était entière. Ah non, je pense qu'elle était entière. Je ne dis pas qu'elle était seule et malheureuse. Je dis que quelque part dans son imaginaire, du principe à la fin, me donne l'impression, même s'il vivait quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce mythe, qu'elle avait besoin de tenir le mythe debout. Et bien sûr, elle faisait après sa vie entourée de femmes, avec Sylvie, enfin, c'était complètement autre chose. Oui. Alors, Mais, pardon, allez-y, Maria-Thérèse, pardon. non, je vous écoute. Non, je disais, Laure, que vous avez évoqué effectivement la somme universitaire de cet ouvrage. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la manière dont elle essaie de déconstruire aussi la littérature, l'histoire, et de montrer à quel point, de manière insidieuse, cette déconsidération ou alors cette conception de la femme comme l'altérité, comme l'autre, est présente de manière très comme ça, insidieuse, par petites touches dans la littérature. Elle parle de Monterland, elle parle de D.H. Lawrence, elle parle de Claudel. Et là, voilà, elle montre petit à petit à quel point il sera difficile de s'émanciper parce qu'on est, on est les héritiers, on est les héritières de toute cette histoire, de toute cette littérature, de tout cet art dont qu'il va falloir déconstruire. Et elle dit que la tâche est quand même très ardue. Mais Mais nous la tâche est aussi, toujours ardue, hein, encore aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. et nous aussi, on est les héritières de ces modèles masculins et féminins, de ces conditionnements. Oui. Et notre éducation sentimentale était faite avec la même littérature que vous lisiez. C'est pareil. Oui. C'est-à-dire, c'est pas qu'on a gagné parce qu'on est dans un corps de femme et ça veut dire qu'on est déjà émancipé, évolué. Il y a toutes les transmissions inconscientes qu'on peut faire. Tout ce Et qu'on puis, il y a arrive l'éducation. Mais l'éducation en France, elle n'est pas assez dispensée vers une reconnaissance totale de l'égalité femmes-hommes. Et d'ailleurs, quand des ministres du gouvernement précédent ont essayé de modifier un peu les manuels d'éducation, ça a fait des débats tels d'une violence inouïe au Parlement qu'ils ont été obligés, le ministre de l'Éducation de l'époque a été obligé de reculer. Et je pense que si on veut acter réellement et pas seulement symboliquement les effets positifs de l'œuvre de Simone de Beauvoir, eh bien, il faut commencer par l'éducation. C'est-à-dire, ça commence très tôt. Parce que comme vous le faites remarquer, c'est dans nos schémas d'inconscient collectif. Et les schémas collectifs inconscients ont la vie dure et longue. Oui. Qu'aurait pensé de Beauvoir aujourd'hui de ces mouvements féministes contemporains? On ne peut pas parler à sa place, mais je crois qu'elle aurait observé ça de manière extrêmement intéressée, à la fois en tant qu'anthropologue, puisque vous avez vu dans le deuxième sexe, il y a aussi une somme absolument fabuleuse de connaissances anthropologiques. Ce qui l'intéresse, c'est l'universalité de la domination masculine sur le sexe féminin. Et donc, je pense qu'elle se serait dit, tiens, c'est quand même incroyable qu'une articulation d'une revendication qui a pour origine les États-Unis et s'aimer dans le monde entier et toucher de plein fouet plusieurs générations, et ce, grâce à quelque chose qui n'existait pas de son temps, c'est-à-dire
Internet, les moyens immatériels de communication, etc. C'est-à-dire que si on est optimiste, on peut se dire que les nouvelles technologies sur lesquelles on a beaucoup de réprobation pour le moment pour différentes raisons, ont aussi leur côté positif, parce qu'il n'y aurait pas eu cette vague MeToo s'il n'y avait pas eu justement les réseaux sociaux, Internet, etc. Donc je pense qu'elle s'en serait réjouie et je pense qu'elle aurait observé avec beaucoup de malice que même au Vatican, des bonnes sœurs se sont référées à MeToo pour pouvoir articuler leurs revendications par rapport à leur patron. Ça l'aurait beaucoup amusé. Mais je me suis posé la question, ce que vous faites, quand j'ai lu la tribune qui a signé Catherine Deneuve et tout ça, vraiment, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il aurait dit Simone de Beauvoir en lisant cette tribune? Parce que j'étais un peu étonnée, non? C'était tellement... Oui, c'était à contre-temps et pas bienvenu, je pense. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle aurait pensé du mouvement contraire? Pendant qu'elle écrivait sa tribune, il y avait tous ces mouvements, Balance ton port à Paris. Alors, comment elle aurait pu expliquer ce qui s'est arrivé dans ces espèces de coins opposés de la vie, des conditions de vie? Oui, je suis curieuse de ça. Mais je pense qu'elle a tout fait pour nous faire comprendre, à nous les femmes, qu'on avait à l'intérieur de nous-mêmes les capacités et les moyens, pas seulement biologiques, mais aussi intellectuels, de pouvoir accomplir notre destin de manière autonome. Et donc, à partir du moment où elle articule cette thèse et où elle la justifie, on peut se dire elle aurait soutenu ces mouvements-là. Alors justement, Maria-Teresa, dans la vidéo que vous aviez préparée, vous parlez justement de la manière dont le Vatican, à l'époque, avait reçu le deuxième siècle, l'avait interdit, si je ne dis pas de bêtises. Et vous faites un lien assez intéressant avec précisément aujourd'hui le combat LGBTQ, en disant que finalement, si aujourd'hui le deuxième siècle a été et finalement un ouvrage mythique qui est accepté aujourd'hui culturellement, vous dites que le prochain combat, c'est celui-là. Hein? Oui, mais ce que j'ai commenté, c'est que c'est exactement la même chose qui fait le Vatican aujourd'hui. À ce moment, c'était bannir le deuxième sexe, mais maintenant, c'est bannir tout ce qui s'appelle l'idéologie du genre. Non? Qu'enfin, c'est Satan incarné. Voilà, alors bon, ils font leur travail, bien évidemment. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est comment on va voir, elle a mis les bases de tout ce qui est venu après. Quand elle a dit cette phrase qu'on connaît tous de on n'est pas femme, on le devient. Bon, ça, c'était les ciments de tout un discours qui est venu après. C'est ce que le Vatican attaque, l'idée d'un certain constructivisme social. Non, c'est pas, je suis pas, je pense, comment je vais dire, c'est pas chromosomatique. Non, c'est pas anatomique être femme, c'est ou homme, c'est toute une autre chose. Et bien sûr, c'est tous les discours de l'égalité, des droits des minorités que la droite va toujours détester. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si parmi celles qui nous écoutent, il y a des... Il va falloir que je vous quitte parce que, comme vous l'entendez, oui. Je suis dans mon appartement, il y a des travaux dingues et je n'entends rien. D'accord. Écoutez, ah oui, on entend effectivement. Ah oui, effectivement. Ah là 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 là, c'est horrible. Vive le télétravail, hein, vous avez vu. Écoutez, Laure, on vous laisse en tout cas. Merci beaucoup de votre participation. Merci à vous et je salue ma camarade et j'espère qu'un jour on pourra se parler de vive voix, comme on dit. Mais venez au Mexique, on va vous inviter, je vais être ravie. J'adorerais aller au Mexique, je connais bien le Mexique et j'aime beaucoup la littérature des mexicaines, donc j'espère que je viendrai chez vous. Mais n'est pas ça sera possible. Que je vous dise, Laure, je suis votre fan et votre biographie de Marguerite Duras, je l'ai tout soulignée et je l'ai lu 15 fois.
Je la connais Oh pas. là, comme je rougis. Vous le voyez Et pas, aux mais je émissions rougis. de France Inter, j'adore. Oh, merci beaucoup. Bon, et on vous accueillera pourquoi pas toutes les deux à Singapour, ce qui serait Ah une oui, excellente alors idée. Singapour, vous Ce savez serait à une quel excellente point idée. j'ai aimé. Hein, donc, Non, ça se dépend. à très vite, j'espère. Et À merci très vite. infiniment. Merci, merci Laure. Merci, à bientôt. Je vous embrasse. On va laisser la parole à son Excellence, l'ambassadeur du Mexique, pour le dernier mot. Merci énormément. Alors, c'était un privilège d'écouter ces deux femmes extraordinaires qui connaissent si bien Simone de Beauvoir et qu'elles ont d'œuvres elles-mêmes. Et puis de me rappeler de ma mère qui nous lisait les mémoires d'une jeune fille rongée de Simone de Beauvoir. Et aussi, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, bien sûr, elle nous parlait de Simone avec Sartre. On a déjà parlé de sa relation avec lui. Mais après, il y a eu des autres révélations, bien sûr, qui ont fait découvrir une autre Simone. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, dans les années où Simone de Beauvoir a écrit Le deuxième sexe, en 1947, elle était aux États-Unis. Et elle était avec quelqu'un d'autre, pas avec Sartre, mais avec Nelson Algren, avec lequel elle a eu, il paraît, une relation assez passionnée et passionnante, et tout à fait différente, non, d'être dans des quartiers de Chicago qui n'avaient rien à faire, des quartiers de travailleurs, sont dans une petite chambre qui n'avait même pas une salle de bain, et pas au quartier latin, mais elle était fascinée par Nelson, et ils sont allés au sud. Le Mexique, par ailleurs, ce n'est pas l'Amérique du Sud, c'est encore l'Amérique du Nord. Alors, ils sont allés... Je vous remercie de le dire, monsieur l'ambassadeur. Mais le Mexique, c'est l'Amérique du Nord. Mais ils sont allés de l'Amérique du Nord à l'Amérique centrale. Ils sont passés par le Mexique et ils ont passé des jours fantastiques à Guatemala. Mais pendant qu'ils étaient au Mexique, justement au Yucatan, lui, il a acheté une très belle vague d'argent. On sait faire des vagues magnifiques d'argent au Mexique. Alors, c'était son cadeau. Et ce qui est assez extraordinaire, bien sûr, après, on peut parler de la relation avec Nelson Algren, comment ça continue, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont retourné à Paris, etc. C'est une autre question. Mais ce qui était très intéressant et magnifique, même si Nelson Algren lui-même n'était pas très content de la façon dont elle a démontré, elle a ouvert les portes pour sa vie sexuelle privée avec Simone. Mais Simone elle-même, quand elle était plus là, quand elle était morte, on a découvert que dans son doigt, il avait cette vague mexicaine d'argent. Alors c'est quelque chose de très magique de trouver ce lien du Mexique et Simone de Beauvoir, qui est justement ce lien extraordinaire qui vient de cet amour avec Algren, de ce voyage à Mexico et Guatemala. Et puis voilà, c'est une mémoire extraordinaire de dire c'est peut-être quelque chose de très important pour elle, justement parce qu'elle avait cette vague mexicaine qu'elle a encore dans sa tombe. Bon, je voulais maintenant vous remercier énormément. Bien sûr, Maria Teresa, c'est un privilège d'avoir été avec toi et aussi avec Laure, bien sûr. Et je tiens à remercier à mon grand ami, l'ambassadeur de France à Singapour, mais aussi à monsieur le proviseur Christian Soulard et tout le lycée français ici à Singapour, l'école française internationale, pour leur soutien ce soir avec l'interprétation simultanée en anglais de cet événement. À vous, monsieur Sébastien Beaumaison, c'est extraordinaire de vous avoir avec nous. Merci énormément. C'est grâce à vous qu'on a fait le lien et tout, alors on vous remercie du cœur. Et bien sûr, d'avoir réalisé entièrement en langue française. C'est le premier événement qu'on fait entièrement en langue française avec de l'anglais grâce au lycée. Merci beaucoup. Cette conférence sur Simone de Beauvoir, le Castor, est témoin de son héritage universel, et ne pas exclusivement sur les études féministes,
mais aussi sur l'égalité, la revendication des droits des femmes, sa place au monde et la construction de ses vies et ses destins en tant que femmes. Dans ce sens-là, c'est justement l'égalité de genre qui était le sujet de ce festival de la francophonie. Avec cette conférence, nous clôturons aussi le festival de la francophonie de 2021 dédié aux femmes et à l'égalité des sexes. Au cours des 3 dernières semaines, dans l'esprit inclusif de la francophonie, nous avons apprécié une vaste diversité de programmes qui ont été le résultat d'un effort collectif de plus de 20 ambassades, c'est-à-dire 20 pays, et de nombreux partenaires très chers, tels que l'École internationale ce soir. Merci beaucoup. Finalement, je ne pouvais pas avoir été plus honoré de présider le tout nouveau groupe des ambassadeurs de la francophonie à Singapour, qui était inauguré l'année dernière, cette année, c'est-à-dire. Je remercie encore une fois à mon cher ami, monsieur l'ambassadeur de la France à Singapour, monsieur Marc Abonsour, pour son initiative de former ce groupe et nous accueillir dans leur grande famille. C'était un grand succès, Marc. C'était magnifique. Et le thème d'égalité du sexe, c'était sensationnel. Et le fait que nous avons fini par cette conférence extraordinaire, c'est vraiment le meilleur qui a pu arriver. L'univers de Simone de Beauvoir, au sujet qui me tient aussi particulièrement au cœur, comme je vous ai déjà dit, moi-même qui ai grandi avec ces livres entre les mains et la pensée de ma mère. Muchísimas gracias, merci beaucoup. Vive la francophonie, viva Francia, viva México, viva Singapour, viva Simone de Beauvoir, viva Maria Teresa y viva Laure. Gracias. Merci beaucoup. Merci. Muchas gracias. Merci. Et je voudrais remercier Maria Teresa qui s'est levée très très tôt. Il est 5h30 du matin pour elle. Merci pour cet effort, c'était passionnant. Et au plaisir de vous voir, j'espère, en présentiel un jour. Non, merci à vous, je suis ravie d'être avec vous, vraiment. Merci beaucoup. Et encore désolé, on n'a pas pu voir votre vidéo, mais on pourra peut-être la diffuser en podcast. On va s'arranger parce que c'est dommage qu'on n'ait pas pu la diffuser. C'est pas, ça n'a aucune importance. Je voulais seulement dire une chose de ce qu'a dit l'ambassadeur Agustin. C'est que l'amour, les meilleures années de l'amour de Simone de Beauvoir avec Algren, ça correspond justement aux 10 années où elle a écrit Le deuxième sexe. Ouais. C'est l'histoire d'amour qui était là derrière l'écriture du livre. Ouais. Merci beaucoup à tous. Je laisse la parole à Martin. Merci Sébastien. Merci à tous pour votre présence et pour cet échange passionnant. Merci à l'ambassade de France surtout, et merci surtout à l'ambassade du Mexique à Singapour pour nous avoir aidés à tous nous rassembler ce soir. Nous terminons donc cette conférence en vous rappelant le prochain rendez-vous dans le cadre de la francophonie. Donc, le mardi 6 avril à 19h, les élèves de l'EMC Web Radio en terminale vous proposent une émission sur le thème de l'égalité des genres, en compagnie de M. Jean-Michel Olives, professeur de philosophie à l'IFS. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour une autre émission. Bientôt, merci.